Pak, Or, Ra, Ba, Ne. En égyptien, le souffle de l'âme solaire envahira le monde. Pour l'enfant amoureux, carte d'estampe, l'univers est égal à son vaste appétit, à que le monde est grand, à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir, le monde est petit. Le petit breton de Morlaix, fils de réfugiés très pauvres, ne s'imaginait pas un jour qu'il serait connu sur toute la planète. Et ça à cause du métier que j'allais faire. J'ai fait des études d'architecture aux Beaux-Arts à Paris, mais j'ai très vite abandonné parce que j'ai vu que c'était quelque chose qui n'avait pas d'avenir pour moi. J'ai préféré faire de la création, c'est-à-dire la mode, et surtout les parfums. Et les deux combinés, mode et parfum, ont fait de moi, enfin, ont fait de mon nom. Parce que moi, je suis en dehors du nom. Il y a le nom devant moi comme une vitrine, et moi, je suis derrière. Et ce nom est connu actuellement sur toute la planète. Par exemple, actuellement, mes parfums sont les plus vendus au monde. Étant élevé en Bretagne dans les années 30, j'ai voulu revenir ici et j'ai vraiment cherché le long de toutes les côtes du sud, de l'est, de l'ouest. Et un jour, j'ai trouvé ici une petite maison de pêcheurs, toute petite, que personne ne voulait, parce qu'on n'avait aucun confort. Et j'ai vu le paysage, surtout qui était à l'extérieur. C'est des vues colossales sur la mer, les récifs et autres, qu'à l'époque on ne voyait pas, parce qu'il n'y avait pas de grandes fenêtres comme ça. Et ça fait maintenant, je pense, 13 ans que cette maison a été faite, que j'y habite depuis 10 ans. Et je suis immensément heureux parce que c'est un endroit où l'on peut méditer, regarder, vivre très simplement, loin de tout, il n'y a pas de route de vent. Il y a la lande bretonne, et puis les récifs, la mer, et surtout que nous sommes début 2014 actuellement, et qu'il y a une série de tempêtes extraordinaires qui est venue s'abattre sur la Bretagne, et ça donne un peu ce côté très breton de la violence des éléments, et c'est pour moi un moment grandiose. J'adore cette maison, j'adore la pluie, le vent, la mer déchaînée, car ça nous ramène à notre petitesse d'homme. Ça nous ramène il n'est pas possible en Bretagne d'avoir le moindre sentiment d'orgueil, de contentement de soi. La nature est tellement violente, tellement au-dessus de nous, qu'on la regarde, cette terre-mère, Gaïa, avec respect, et comme ça on peut s'incliner vers elle et la prier, qu'elle nous aide, qu'elle nous protège. Pour moi, c'est vital et essentiel. Depuis quelque temps, les appels et les scènes qui nous hurlent en riant que demain sera le même. Est-ce que tu crois encore à cette odeur de vie au palace et au sort, aux grimaces et aux rires? Je suis arrivé en Bretagne, j'avais 4 ans. Je suis parti vers 17 ans
faire mes études d'architecture aux Beaux-Arts à Paris. Et quand je reviens ici, que maintenant j'habite ici, maintenant je suis à la retraite, je retrouve toutes les impressions d'enfance. Toute mon enfance me remonte comme ça à l'intérieur de moi et je retrouve toutes ces sensations. Ma grand-mère qui me faisait marcher pieds nus dans la lande pour essayer de trouver les courants telluriques. Je disais à ma grand-mère, voilà, c'est là, c'est là. Elle me disait, oui, maintenant cherche le point d'eau. Et j'avais 5-6 ans. Elle m'apprenait tous ces trucs de magie. Le secret des plantes, des choses, la symbolique des pierres, le granit c'est le feu, le calcaire c'est l'eau, etc. J'ai été enseigné par cette femme étrange, cette chamane, l'amour du sol, l'amour des choses et à vérifier que cela est comme ça. Les éléments, c'est la chose la plus belle au monde. Il faut leur parler, c'est tout. Vous n'avez jamais parlé aux éléments. Vous n'avez jamais arrêté le vent, arrêté la pluie, fait tomber la neige. Oh, homme de peu de foi. Vous savez ce que c'est qu'un cœur d'enfant? C'est une chose que ma grand-mère m'a appris, c'est-à-dire le don d'émerveillement. Moi, je m'émerveille tous les matins quand je vois le soleil qui se lève là-bas, dans des tonalités de rose et de bleu. Je m'émerveille tous les soirs en face, lorsque à l'ouest, le soleil se couche rouge vif. Je m'émerveille quand il fait beau, je m'émerveille quand il y a du vent, je m'émerveille quand il pleut. C'est beau la pluie. Et il faut s'émerveiller à tout moment. Je suis un vieux con, d'accord, mais le don d'émerveillement empêche de vieillir. Parce que je ne reproche rien à personne, sinon à moi-même. L'ironie, le don d'émerveillement et le don de l'ironie. Sur soi, jamais sur les autres. Bonjour voisine. Bonjour messieurs. C'est beau, hein? C'est beau. Ah, c'est magnifique. C'est beau. On se lasse pas. Ah, voilà. Même quand je travaillais 18 heures par jour à Paris pour faire mes collections, j'étais en émerveillement avec le travail que je faisais, que mes ouvrières faisaient, avec les essayages sur ces filles sublimement belles qu'étaient les mannequins. J'étais émerveillé. Dans mon métier, j'ai été émerveillé. J'ai fait défiler pendant 5-6 ans Carla Bruni Sarkozy. J'étais émerveillé de sa beauté, de sa gentillesse, de sa disponibilité. J'étais émerveillé par ça. Il faut s'émerveiller à tout bout de champ. Paco, c'est un homme émerveillé. C'est un homme émerveillé et bien sûr, par le travail, les vêtements, le monde dans lequel il évoluait, il créait, mais enfin, il semble émerveillé par tout, Paco. Par l'avenir, par le passé, et donc c'est quelqu'un d'incroyablement poétique. Et c'était très, très facile pour moi de travailler avec lui, extrêmement facile. D'abord, c'est un homme qui n'a pas de malveillance, qui n'a pas de besoin de domination. C'est un homme extrêmement tendre et simple. Et puis, comme mannequin, enfin, il nous traitait merveilleusement bien, nous, ces mannequins. Moi, j'ai travaillé pour lui dans les années 90, et j'ai quand même défilé pour Paco avec des chaussures sans talons. C'est-à-dire, le soutien de la chaussure était dans la courbure du pied. C'est quand même la seule personne qui m'a mis un jour des chaussures sans talons. Je crois que Alexander McQueen l'a fait ensuite, etc. Mais enfin, Paco était loin devant, avec ses idées incroyablement modernes, quoi. Hein. Et puis lui, comme personne, c'était une personne très attachante, très facile, mystérieuse, drôle, complètement différent des autres. Des autres humains, hein, je ne parle pas des autres couturiers. Il est complètement différent de tous les gens qu'on croise, hein, en général. Il est extraordinaire, comme on dit, dans le vrai sens du mot. Et donc défiler avec lui, c'était d'abord une joie, ensuite un plaisir, et puis une expérience, mis à part son talent de couturier qui était très fort, hein, parce qu'il a lancé des choses, je veux dire, quand on regarde un peu historiquement, il a lancé beaucoup
de choses qui sont restées et qui ont été déclinées de mille et une autres manières par les autres. Un révolutionnaire, oui, le métal, hein, personne n'avait jamais imaginé. Si, peut-être les soldats du Moyen-Âge. Jeanne d'Arc était habillée de cottes de mailles. Mais sinon, après, c'est des pacos. Enfin, de cette manière si féminine. Plier le métal au corps de la femme, féminiser à ce point, le faire en quelque sorte, fallait l'imaginer, il fallait le faire. Il suivait sa propre idée. Il n'était pas forcément dans le mouvement de la mode. Il n'était pas forcément dans le mouvement des autres, qui prennent un peu tous comme ça spontanément des directions, je dirais pas semblables, mais en tout cas communes un peu. Et non, Paco, on aurait dit qu'il était toujours dans sa chose à lui. Ce qui est le cas de pas mal de grands couturiers aussi, mais disons que les couturiers sont sensibles au mouvement quand même. Donc quelque chose qui est des années 80, ils ne l'utiliseraient pas trop dans les années 90. Paco était resté dans une époque à lui. Donc il a été profondément créatif et inventif. J'adore la personnalité de Paco Rabanne. J'adore sa gentillesse, encore une fois. J'adore sa présence physique. Et j'adore sa fantaisie. C'est un homme libre, un homme différent de la plupart des êtres humains. Puis un homme profondément talentueux et profondément gentil. Alors les deux choses conjuguées, ça fait quand même quelqu'un d'absolument extraordinaire. Intelligence, gentillesse, d'accord, et puis ce talent. Et cette curiosité des autres, de la vie. Et puis cette curiosité de l'histoire, des époques, de l'art. C'est un homme extrêmement complet et on dirait qu'il vit vraiment dans un autre univers que nous tous. Et tout en ayant une solide base de bon sens et de fonctionnalité, je trouve. Mais il était vraiment... je pense que c'est un rêveur, Paco. Moi, je suis pas du tout spirituelle. Et non, je cherche un sens, une transcendance, comme la plupart des êtres humains. Mais je n'ai pas encore trouvé, non, de spiritualité. Ça m'intéresse. Mais je suis pas du tout en pratique spirituelle. Ça sera pour une autre vie. Il faut que je demande à Paco. Laquelle ? Quand j'ai fait mes études au collège de Morlaix, j'ai fait de la philosophie. J'ai été attiré par ça. Et puis j'avais un bon copain qui montait à Paris pour faire de l'architecture chez Auguste Perret, à l'école des Beaux-Arts. Et j'ai suivi pour voir, je lui ai dit pourquoi pas l'architecture, parce que je dessinais très bien. Et j'ai fait 19 sur 20 en dessin. Et j'ai toujours été attiré par le dessin, la représentation des choses. C'est peut-être un côté démiurge de créer des choses, comme ça, se jouer à Dieu, d'à partir d'une feuille vide, vierge, faire naître quelque chose. Mais l'architecture me paraissait, surtout à l'époque, c'était l'époque de la reconstruction des bâtiments et des villes détruites par les bombardements, me paraissait absolument administratif et inintéressant. J'ai préféré, comme je dessinais beaucoup pour payer mes études, je vendais des dessins à la haute couture. Et donc j'ai présenté mes dessins aux couturiers. Je faisais dessiner des sacs, des bijoux, des trucs. Et ça a marché. Puis un jour, au bout de 3-4 ans, je me suis dit, puisque ça marche très bien dans les dessins, pourquoi je ne créerais pas ma propre mode? Et je vais essayer de faire quelque chose que les gens n'ont pas coutume. Je savais que pour impressionner les journalistes, il fallait ne pas être comparable aux autres. Ça, c'est une chose que j'avais tout de suite eu conscience dans la vie. Quand on fait un geste, surtout ne pas copier les gens, surtout d'être incomparable, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de possibilité de comparaison. Pas incomparable dans le côté extraordinaire, non. Pas de comparaison avec les autres. Les autres faisaient du textile, je ne connaissais pas très bien le textile. J'ai fait des robes de papier, de carton et de métal. Le défilé se faisait dans le silence. J'ai mis de la musique. C'était les années 60.
Toutes les filles étaient blanches. J'ai pris des filles noires et blanches. Et c'était un scandale, mais un scandale effrayant. Tout. Dès que les journalistes ont entendu la musique, ont vu rêver les filles noires portant des robes de métal, c'était un tel scandale. Et devant l'ampleur du scandale, je me dis, tiens, pas mal ça, ce scandale. Eh bien, je vais continuer. Quand je voulais pas, je faisais une mode, première collection de mode, c'était un test. Un test dans le domaine de la mode. Et devant le scandale, j'ai dit, je continue. Puisque ça les énerve, et ils m'insultent et tout, très chouette. Au fond, j'aime bien les insultes. Je suis pas maso pourtant. En faisant mes études aux Beaux-Arts dans les années 60, c'était le grand moment de bouillonnement de Saint-Germain-des-Prés. Tout le monde se retrouvait là-bas, que ce soit d'abord au début Boris Vian et toute la bande, Sartre, et tous les existentialistes, et ensuite tous les gens comme Harpe, comme Julio Leparc, comme je sais pas, des peintres, des sculpteurs, tout ça. Et moi, j'étais très attiré par la peinture et je courais les galeries pour voir les expositions, j'adorais ça. D'abord parce que je m'en inspirais, mais il y avait une atmosphère de création, de bouillonnement à Saint-Germain-des-Prés, et j'ai rencontré des gens, même dans le métier de la mode, où j'ai eu d'excellents contacts, c'est-à-dire Courrèges, Pierre Cardin, Laroche et autres, et où le courant passait très bien. Il y a d'autres, hélas, ça passait pas à Saint-Laurent, ça passait pas du tout. Je pense que les grands artistes, que je ne suis pas, mais les vrais, les grands artistes, les peintres et sculpteurs, n'ont pas de contraintes. Ils font des choses qui n'ont pas été faites. Ils cassent les codes, et ça, c'est très important. Il faut toujours casser les codes des autres. Oui, j'ai toujours trouvé très bien la démarche dans le domaine de la mode de Paco Rabanne. Je me rappelle au début des années 60, on allait manger dans le restaurant universitaire. Il y avait au Beaux-Arts, il y avait un restaurant universitaire et je le voyais tout le temps sans le connaître. C'était un garçon avec une très belle présence. Et plus tard, nous, on a fait une exposition dans la rue des Beaux-Arts, justement, dans la galerie des Beaux-Arts. Dans l'année 62, il y avait des œuvres comme celle-là et d'autres que j'avais présentées avec mes amis du groupe de recherche d'art visuel. Et lui, il a visité cette exposition qui était à côté de l'école. Tel qu'il le déclare, moi je ne suis pas témoin, il a donné l'idée d'appliquer ces sortes d'expériences dans les corps des femmes, en faisant des robes. La femme bougeait et les petits carrés qu'il mettait, ils bougeaient aussi. Ici, c'était en aluminium. Ici, il y avait un peu un côté brillant. Il prenait la lumière qu'il y avait autour, ou il prenait les images qu'il y avait autour. Et c'était une façon très, très, très à lui. Moi, je n'aurais jamais eu de faire des robes avec des thèmes comme ça. Et j'ai trouvé ça très bien qu'il le fasse. Il s'est fait connaître tout de suite, c'était très, très original, très différent, très provocateur. Un jeune couturier à l'époque de Paco Rabanne, il était destiné à suivre les canons de l'époque. Lui, il a trouvé dans son milieu de quoi démarrer une création à l'intérieur de la mode tout à fait différente, originale, particulier. Ce robe, il venait de quelque chose qui ne s'était pas des robes. Et ça, c'est aussi intéressant. Il ne copiait pas un modiste qui était à la mode, dans la mode. J'étais à Montréal, il y avait là une foire.
une foire universelle. Et moi, j'étais invité pour des choses, et lui aussi, et d'autres gens. On était dans une table, il était en face de moi. Et à un moment, il a dit à son assistant, voilà, c'est à lui qu'il faut inviter tout le temps dans mes défilés, parce que c'est grâce à lui. Tout ça. J'ai trouvé de sa part une très grande générosité, ou sincérité, simplicité. Dans d'autres domaines, des fois, les artistes qui ont une origine cherchent de les cacher pour ou pas diminuer son originalité, mais lui, c'était tout le contraire. Je pense, oui, qu'il a révolutionné, il avait réussi à présenter la femme d'une autre façon. Les femmes qu'on voyait habillées des robes de Paco Rabanne, c'était comme si c'était d'autres femmes, pas les mêmes qui s'habillaient chez Christian Dior. Lui, il avait sa particularité. Travailler en étant limité par les corps des femmes, c'est très, non? La mode, c'est une femme. Et c'est une femme que l'on doit aider. Vous voyez, j'ai fait des choses extravagantes. Mais tout le temps, je demandais aux jeunes filles qui le portaient, puis aux journalistes, est-ce que la fille qui portait ce vêtement était ridicule? Et ils me disaient, ah non. Parce que ma mère me disait, mon fils, tu as tous les droits quand tu habilles une femme. Tu as tous les droits sauf un. Tu n'as pas le droit de détruire la beauté d'une femme. Et donc je faisais très attention dans mes créations que les filles soient toujours belles. Parce qu'une fille avec du métal, c'est génial, parce que le métal bouge, il est scintillant, il est vénusien, et il caresse le corps, il ajoute une proportion de la lumière, le mouvement. Et donc, c'est pas une sculpture, c'est autre chose. Comme un navire qui s'éveille au vent du matin. Mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amer. Sans de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. L'histoire avec Paco Rabanne, ça va d'abord commencer par l'histoire de la création de notre société qui a été créée en 1979 pour fabriquer des tabliers de boucher, puis des gants en côte de maille. Et c'est comme ça que nous l'avons rencontré. Et Paco Rabanne nous a demandé ce qu'on savait faire. On lui a dit on sait faire de la côte de maille. Et qu'est-ce que vous savez faire en côte de maille? Ce que vous voulez. On lui a répondu ce que vous voulez. Alors, il a dit à Sophie, ma femme, faites-moi un petit bustier. Et Sophie s'est attelée à faire un bustier qui a plu à M. Paco Rabanne, qui nous a proposé de faire une jupe pour intégrer l'ensemble dans son défilé qui avait lieu une quinzaine de jours plus tard. Et c'était le début de notre collaboration avec Paco Rabanne qui a duré jusqu'à ce qu'il arrête la haute couture. Paco Rabanne a compris comment fonctionne une côte de maille. La côte de maille est très sauvage. C'est difficile à maîtriser. C'est difficile et chaque fois qu'il a proposé quelque chose, il le proposait pour que ce soit réalisable. C'est vrai, c'est un artiste et c'est aussi un technicien. Paco Rabanne, c'est quelqu'un d'exigeant. Et nous, on avait une culture d'exigence aussi, parce que quand on fabrique un gant en côte de maille comme ça pour les bouchers, on apporte de la sécurité au boucher. Il faut que ça soit bien fait et qu'en plus, ça corresponde bien à la main pour travailler, que ça soit bien ajusté. Donc on avait un savoir-faire là-dedans, dans la couture, et on a appliqué ce savoir-faire à la haute couture et à l'exigence de Paco Rabanne. C'était avant le mouvement de libération des femmes, et je trouvais très drôle de les habiller en armure comme ça, et surtout en armure qui les rendait plus belles. Quand j'ai habillé du métal Brigitte Bardot, vous ne pouvez pas savoir, elle adorait et elle était magnifique. Et Jane Fonda, pour le film Barbarella, j'ai habillé 47 films avec ces vêtements-là. Donc, et les filles adoraient parce que ce n'était pas des vêtements pour tous les jours, ce n'était pas des vêtements faciles à porter.
Françoise Hardy-Roux, là, quelle fille sublissime, intelligente, tout. Une robe en or massif, avec 300 carats de diamants. 4 mecs, fusils, revolvers, comme ça, autour d'elle. Paco Rabanne, il me semble que je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami à lui avec qui je faisais des choses très spéciales, très bizarres. Un ami qui était dans la musique et qui s'appelle René Koering. Et donc, c'est lui qui m'a parlé de le rencontrer. Je crois que la rencontre s'est faite ainsi. Moi, je n'ai jamais eu envie de porter spécialement des vêtements de grands couturiers, mais bon, ça a dû se faire très naturellement. Et puis, à l'époque, je travaillais souvent à Londres, et naturellement, j'avais remarqué que la presse anglaise s'intéressait beaucoup plus à moi comme représentante de la mode française, qui était vraiment révolutionnaire à cette époque-là. Les 2 couturiers vraiment révolutionnaires, c'était André Courrèges et Paco Rabanne. Et donc, j'étais venue une fois avec la tenue de Courrèges, mais je sentais que je ne pouvais pas venir une 2e fois avec cette tenue que j'aurais aimé porter ad vitam aeternam. Et donc, j'ai dû demander probablement à Paco Rabanne de penser à une tenue. Et c'est là où j'ai eu une combinaison en métal. Je pense que s'il devait faire la même chose aujourd'hui, il utiliserait des matériaux plus légers. C'était une combinaison d'un seul tenant et qui pesait 16 kilos. Mais qui était... c'était très original, c'était bien, quoi. Enfin, en effet, ça a beaucoup intéressé les photographes et la presse anglaise. Je me souviens d'être passée au Savoy, où je me produisais assez régulièrement avec cette tenue. Et je me souviens aussi qu'étant donné le poids de la tenue, j'ai eu très souvent l'occasion de raconter ça, l'entrejambe descendait toujours un peu plus au fur et à mesure que je l'utilisais. Et il n'y a rien de plus laid qu'un entrejambe qui, d'un seul coup, se retrouve à mi-cuisse. Et alors, ce qui me faisait rire, c'est que, naturellement, ils ne m'envoyaient pas des couturières pour réparer les dégâts, enfin, pour arranger les choses. Mais ils m'envoyaient des ouvrières, donc qui, avec des tenailles, et je ne sais quoi d'autre, me remontaient l'entrejambe. C'était une tenue qui était frappante, mais qui avait aussi d'autres inconvénients. Je pouvais à la rigueur la mettre seule, mais je ne pouvais pas l'enlever seule. Mais à l'époque, j'avais 3 choristes, donc qui m'aidaient. Et à chaque fois, j'avais des petites écorchures sous les bras. Ben oui, c'est un métal très rigide, très... Et puis aussi, je ne pouvais pas, je pouvais à la rigueur, il me semble, descendre un escalier parce que ma loge était au 2e étage par rapport à la scène, mais je ne pouvais pas monter l'escalier, donc j'étais évidemment obligée, heureusement qu'il y avait un ascenseur, que j'étais obligée d'utiliser pour la montée. Je ne pouvais pas non plus bouger beaucoup avec cette tenue, mais ça n'était pas un problème parce que j'ai toujours été extraordinairement et malheureusement statique sur scène. Et donc la tenue de Paco Rabanne ne me gênait en rien pour cela. Il dit que je ne dis rien, mais s'il le disait un peu moins, j'aurais peut-être envie de lui parler. Il dit qu'il a du chagrin, pourtant s'il me le montrait moins, c'est lui peut-être qui me ferait pleurer. J'ai souvenir aussi d'une robe qui n'en était pas une. Elle était hyper courte et il me semble qu'elle était à bretelles
qui était faite avec des pièces blanches en plastique. C'était très joli. Il y a une photo très jolie qui reste en circulation. Et à l'époque, je vivais avec Jean-Marie Perrier, photographe de son état. Et nous étions partis, ou plus exactement, il m'avait emmené en Égypte pour passer une dizaine de jours de vacances et aussi pour prendre des photos avec cette tenue. Et je me souviens qu'en Égypte, le ciel était couvert quand nous y étions. Et j'avais eu beau entendre qu'il fallait se méfier des ciels couverts, je ne m'en étais pas méfiée assez. Et donc, j'avais des coups de soleil. Et porter cette robe avec ces pièces de plastique rigides, qui étaient rattachées entre elles par des petites choses en métal, ça faisait vraiment mal à la peau brûlée par le soleil. Oui, c'était révolutionnaire à l'époque. Les autres grands couturiers, moi je me rappelle que j'avais utilisé aussi... alors Sylvie Vartan avait eu la même idée en même temps que moi, le smoking Saint-Laurent, comme tenue de scène pour varier les plaisirs. Et quand je revois les photos, enfin, c'était tout à fait classique. Et en plus, c'était mal coupé parce que le pantalon, pour moi, un pantalon n'est élégant qu'à partir du moment où on ne voit pas les talons. Il ne faut surtout pas qu'il soit trop court. Et le pantalon du smoking était trop court. Donc, quand je vois les photos, je me dis « Ah, mais vraiment, c'était pas saillant du tout. » Ça n'avait aucune espèce d'originalité. Le smoking de Marlène Dietrich était quand même plus saillant. C'était une époque extraordinaire, ces années 60, 70, 80, où tout bougeait dans tous les domaines et je voulais participer à tout. J'étais curieux de nature. Je trouvais que c'était tout bougeant comme ça. Alors aujourd'hui, c'est le même topo, malheureusement à l'envers. Aujourd'hui, tout est en train de bouger comme dans les années 60, mais la tête en bas, c'est-à-dire dans la folie. Alors que ces années-là, c'était la tête en haut, où il y avait une créativité. D'ailleurs, regardez toute la musique disco, Céron, qui venait répéter dans mon centre, et toute la bande. Pour faire défiler mes mannequins, j'avais besoin de la musique. J'avais surtout des tambours, des percussions. C'est très joli, les filles qui défilaient avec des tambours. Donc j'ai fait venir des musiciens africains, antillais, et comme les pauvres ne pouvaient pas répéter, je leur disais, mais on va les répéter à tel endroit. Non, monsieur, on ne peut pas regarder à la peau. Je suis noir, et refusons de le dire. Mais non, mais non, mais non. Et je téléphonais au studio Vaquer à Place Clichy en disant j'ai besoin d'une salle pour faire répéter les musiciens. Ah oui, monsieur Rabanne, sans problème. C'est quoi? Je dis c'est un groupe d'Africains. Ah non, monsieur, pas de nègres ici. Alors ça a tellement écœuré dans les années 70 que j'ai décidé de les aider. Et j'ai ouvert un centre, j'ai acheté une usine de montgolfières rue du Colonel Fabien, en face du Parti communiste. Il y avait 3000 mètres carrés de terrain et une nef qui montait à 30 mètres de haut. Et j'ai fait des terrains de danse et j'ai fait 10 studios de musique et répétition. Et tout ça a été gratuit, uniquement pour les Noirs, les Arabes et les Blancs, que s'ils étaient accompagnés d'un Noir ou d'un Arabe. Mais des Blancs qui venaient pour répéter, je dis non. Ça, c'est l'humour de Paco, parce que si tu es blanc et que tu viens avec un black, ça veut dire que dans ton quotidien, tu as un ami, tu as au moins un ami black, quoi. Donc tu n'es pas raciste. Bon. Et bon, c'est vrai qu'à cette époque, je ne connais pas beaucoup de gens qui aient fait ce qu'il a fait. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a quand même révolutionné la mode, parce qu'il a été la première personne dans les années, je dirais dans les années 60, à mettre sur l'estrade, à faire défiler des mannequins noirs. Ben oui, c'était quelque chose de totalement tabou avant. Donc, il a fait ça, et en plus, en musique. Moi, je dis, ce type, vraiment, ben, il est courageux, il est audacieux.
Et comme j'ai trouvé un point commun entre nous, voilà, je me suis dit, donc je me dis, il va falloir que je rencontre cet homme un jour. Alors, nous sommes en 1983. Le film Rue Cazenègre a eu tous ses prix à Venise. Il vit sa petite vie. Il continue à collectionner des prix à travers le monde. Et les Césars arrivent. Et je suis parmi je dirais les nominés, les nommés, je ne sais plus comment on le dit déjà. Alors, bien sûr, pour aller à cette cérémonie, il faut porter une robe. Je rencontre Paco. C'était la première fois que je le rencontrais physiquement. Et j'étais assez impressionnée par le bonhomme, parce que c'est vrai que derrière un côté un peu austère comme ça, il y a un homme mais avec un cœur gros comme ça. Et on a passé un moment extraordinaire. Et il m'a dit, bon, mais maintenant, on va essayer de trouver quelque chose. Alors, bien sûr, il m'a montré pas mal, on a vu pas mal de robes, mais elles étaient quand même trop longues. Parce que les demoiselles de Paco Rabanne, elles sont immenses. Et moi, j'étais toute petite à côté. Alors, pour trouver une robe qui m'aille, c'était très difficile. Alors, bon, j'étais un petit peu découragée, parce que c'est vrai que c'est du métal, donc on ne peut pas couper, on ne peut pas dire, bon, voilà, on va faire un noulet, on va reprendre, on va faire quelques retouches. Non, c'était pas possible. Et puis, il me dit, tiens, j'ai une idée, peut-être, ce n'est pas totalement désespéré. Viens, allez, je vais te proposer autre chose, parce que je pense avoir quelque chose. Et finalement, il me sort une robe elle était très légère comparée aux autres, et il me dit, essaye ça. Et c'est avec cette robe que je me suis rendue à la cérémonie des Césars, jusqu'au moment où on dit, voilà, pour la meilleure première œuvre, on cite les films qui étaient en compétition, et on dit, et le gagnant est Rue Cazenègre. Alors je me lève d'un bond comme un i, et dans cette belle robe de Paco, je me dirige allègrement vers les marches et je vais rejoindre la personne qui doit me remettre ce César. Et j'arrive sur scène et cette dame qui me dit « Oh mon Dieu, elle est aussi rutilante que le César ». Et le César, justement, ce César, ma robe était assortie au César. Voilà. Alors je dis « Merci Paco, tu m'as porté chance ». Une pure coïncidence. Et peut-être prémonition, hein. Voilà. Bon. Évidemment, Paco a fait des déclarations, il a des histoires de prédictions, etc. Bon, écoutez, je lui dis qu'il y a des gens, ça a fait fuir beaucoup de gens. Il y a des amis à lui, je dirais que c'est de faux amis de toute façon, qui se sont éloignés. Mais je trouve que ce sont des imbéciles. Parce que je lui dis qu'il a le droit. Il a le droit. Je veux dire que combien de fois on a vu des hommes politiques affirmer des choses, ou même des journalistes, des gens qui affirment des choses parce qu'ils ont cette conviction, et puis ils pensent vraiment que c'est comme ça, et puis etc. Et puis je veux dire que la vie démontre que ces gens-là se sont trompés, et alors? Comme diraient les Américains, so what? Hein? Donc il a le droit. Il a le droit de penser, d'avoir ses convictions, de se tromper. Et ça ne devrait pas, on peut ne pas être d'accord avec lui. On a le droit aussi de ne pas être d'accord, de ne pas partager ses pensées, ses affirmations. Mais ça ne devrait pas, là où je ne suis pas d'accord du tout, ça ne devrait pas remettre en cause tout ce qu'il a fait. Je veux dire que ça ne devrait pas amener les gens à passer sous silence le génie de cet homme, ce qu'il a apporté à la mode, tout ce qu'il a créé. Ce n'est pas juste. Je sais que Paco s'est retiré en Bretagne et qu'il a donc une sorte d'ermitage face à la mer, parce qu'il est très très proche de la nature. Et ce n'est pas du tout étonnant quand on connaît Paco et qu'on voit comment il crée ce qu'il fait. Voilà, donc, et je pense qu'il a bien raison. Il a bien raison de vivre loin des fureurs de la ville. Il y a d'autres clowns dans vos villes, d'autres gamins qui jubilent, des plus farouches, des plus dociles. Il y a d'autres singes qui s'excitent, d'autres diables, d'autres bandits,
d'autres voleurs, d'autres victimes, amuseurs publics, trop tristes. J'en reviens de Paris où je m'ennuie prodigieusement et dès que je suis dans ma chambre d'hôtel, je ne pense qu'une chose, je ne pense qu'à ça, revenir ici, être là, regarder ça. J'arrive pas à me lasser de ce paysage. Il change de couleur, avec le soleil, il devient parfois océanien. Ce sable blanc, ces flots très bleus, les pêcheurs là qui s'en vont. Je suis comme le roi d'un pays pluvieux, riche mais impuissant, jeune et pourtant très vieux. J'aime venir ici, m'asseoir à ce banc de pierre et regarder. Je suis un homme de prière parce que je suis tout le temps en prière. J'ai besoin d'un endroit comme ça parce que la vraie prière, c'est pas dans des églises devant des idoles, non. C'est devant la chose la plus belle au monde, la nature. Le mourant en face du balcon. À 80 ans, je suis encore d'une curiosité phénoménale. C'est-à-dire, on se satisfait de rien. On rejette rien. Mais on veut aller plus loin. On se dit, je veux connaître et savoir, et je ne me mets pas de frontières. Jamais se mettre de frontières. Ma grand-mère me disait toujours, essaye de voir ce qu'il y a derrière la pierre. On se promenait sur un sentier comme ça de la lande. Il y avait une pierre, je voulais la ramasser. Elle me dit non, tu en as besoin ou pas? Je dis non. Alors laisse-la, quelqu'un en aura besoin. Essaye de comprendre pourquoi elle est là, à qui elle va servir et qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc cet esprit de curiosité, d'aller plus loin que ce qu'on voit. J'entends un bruit, je cherche pourquoi ce bruit-là. Qu'est-ce qui va m'annoncer? Est-ce qu'il est naturel, il n'est pas naturel? Il est un arbre que je passe, il commence à bouger à côté de moi, il me dit qu'est-ce qu'il veut? Que veut-il me dire? Que veut-il me prévenir d'eux? Et donc, c'est d'avoir les sens en éveil constamment. On est de passage sur la Terre. C'est un monde vibratoire colossal, sublissime, où il y a plein d'étages comme ça, et on doit jouer avec tout ça. Je n'ai pas de superstition. La superstition des autres ne m'intéresse pas. Je crée mes propres superstitions. C'est-à-dire, je crée mes propres codes d'acceptation ou de refus. Moi, ce que les autres pensent, j'en ai rien à cirer. Ce n'est pas du mépris des autres, attention. Je pense que tous les humains sont égaux. Nous sommes tous égaux et nous sommes tous différents. Donc, il ne faut pas se préoccuper des autres. Les autres font ce qu'ils veulent. Ils sont matérialistes, qu'ils le restent. Ils sont très religieux, qu'il le reste. Chacun fait son bonheur à sa mesure, avec sa compréhension, avec sa sensibilité. Il ne faut jamais faire de prosélytisme. Il faut toujours le respect, avoir le respect des autres. Et ça, c'est très, très, très important. Aujourd'hui, mon passé, c'est mon passé. Je ne veux même plus en parler. La mode, ce fut un temps, la musique, la recherche, tout ça. Mais maintenant, il y a ces fonctions humaines qui m'intéressent. Comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on peut faire, s'aider soi à être plus quiète, tranquille, aider les autres par cette même quiétude. Et ça peut se faire sans un mot, de cœur à cœur. Douce claque, douce mer, quelques élus à ce mystère.
petites villas très humbles, comme ça, des plages de sable fin. C'est ça que j'aime. La simplicité, les choses réelles. Ici, tout est à la juste mesure de l'humain. C'est un moment d'exaltation très intense dans la simplicité des gestes. C'est resté très, très, très vrai. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'était l'authenticité de la Bretagne. Il y avait des parties de cartes. Oui, Assez, voilà. Si j'avais pu jouer aux cartes. Ah, vous m'auriez battu? Non, je ne sais pas jouer. Ah bon? À la bataille, peut-être. Ok. Les Bretons sont des gens durs, têtus. Il faut vraiment violer leur amitié. Ils ne la donnent pas comme ça, mais lorsqu'ils la donnent, c'est la vérité, c'est la justice, c'est l'authenticité. C'est une splendeur. C'est comme si vous aviez vaincu une face de l'Himalaya. Eh oui. Cet endroit s'appelle Pen Arbed. En breton, ça veut dire la fin du monde, le bout du monde. Pen Arbed. Et c'est très, très vrai. J'ai fait 45 tours du monde à cause de mon métier, par la chance que j'ai eue de faire ce métier de mode. J'ai trouvé enfin le lieu qui me correspond le plus. Cette terre m'appelle, je la ressens, comme si elle était mienne. Parce que je la respecte, parce que je l'aime. Est-ce que vous savez que je vois les fées, les gnomes et tout ça? Parce que ma grand-mère m'a appris à les voir. Les korrigans qui passent comme ça. Vous savez, je suis un peu fou, non? Vous le savez que je suis un peu fou ou pas? Oui, vous en avez ri. Que nous, on ne voit pas. Je ris. Je ris parce que je suis un homme de ce siècle. Et je sais que nous sommes dans un monde matérialiste, 100% égotique, fric. Il faut avoir et la gloire, le fric. Et justement, le destin m'a donné et la gloire, je suis connu surtout de la planète par mes parfums et autres, et m'a donné le fric. Et ce n'était pas la finalité de la vie. La finalité de la vie, c'est ouvrir son cœur, ouvrir son âme et écouter. C'est ça la finalité de la vie. Et mon discours est tellement peu conforme que je sais que les gens vont l'écouter avec un air goguenard et vont se moquer de moi. Tenez, pendant qu'on vous parle de ça, regardez dans le ciel, regardez l'oiseau qui est en train de se dessiner, la tête, le corps et les ailes. La nature correspond et vous envoie les messages. On parlait spiritualité, la colombe blanche apparaît. Ça, c'est un signe du destin. Quand vous parlez de quelque chose, la nature vous répond. Les vagues viennent de s'amplifier, là. Là, elles parlent. L'oiseau blanc apparaît dans le ciel. Écoutez les vagues. Elles correspondent, elles parlent. Il faut écouter la nature. Le plus bel endroit du monde, c'est celui-ci. Cet endroit où j'ai décidé de me retirer et attendre la fin de ma vie. Avec joie, espérance et tranquillité. Quand on va là-bas, c'est vraiment un plaisir. On a plaisir à le rencontrer parce que c'est quelqu'un de finalement très accessible et très simple. Je pense aussi le cadre dans lequel il vit doit l'inspirer. La Bretagne, avec la côte bretonne, les granites, ça inspire. Il est face à l'air de la mer, le coucher du soleil, les vagues, les tempêtes. Il est à l'intérieur de soi-même, en attendant. Il a raison, parce que quand on voit les horreurs
dont nous abreuvent tous les grands couturiers depuis quelque temps, je ne crois pas qu'il pourrait se plier au goût actuel. Parce que Paco Rabanne, c'était important, mais c'était beau. Voilà la grande différence. Franchement, qu'il ait eu besoin de se décoller des années où nous sommes maintenant, les années 2000, comme vous dites, je le comprends. C'est pas des années qui font envie. Hein. Ah ben, ça fait pas rêver. Hein. Donc, peut-être qu'il a simplement eu besoin de rêver à nouveau, et peut-être qu'il a eu besoin de s'isoler aussi, un petit peu. Bon, mais j'espère qu'il est quand même très heureux là-bas. Je pense qu'on a la mémoire trop courte. Trop courte. Parce que c'est quelqu'un qui a aidé énormément de jeunes, énormément de personnes. J'étais curieux dans tous les domaines. Couturier, j'ai jamais été. Ou par inadvertance. Ou de temps en temps. Malgré moi. Puis, certains s'effacent, le tout s'abîme et se vide. Loin de la ville, ses menaces, de la foule et de ses cris. Loin des chambres qui résonnent, de leur vieille farandole, de leurs tours et leurs pavés, leurs jeux et leurs excès. Loin des comptes qui s'affolent, des valeurs qui s'envolent. Accrocher mes derniers traits au souffle de cette forêt. Je ferme les yeux et vois, à l'abri dans mon palais, une dernière fois par ma couronne et mes plaies. Je ferme les yeux et vois, et je sais où sont allés, je sais où s'en ira le tout dernier regret. Je ferme les yeux et vois, et je sais où m'en aller, je sais où on ira.